Voici un livre dont vous n'entendrez parler nulle part. Et son auteur ne sera invité nulle part. Sachez-le. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, mortalité, tests, vaccins, hôpitaux. La vérité émerge. Bonjour Pierre Chaillot, vous êtes statisticien. Bonjour. Et vous êtes directeur de projet Data Intelligence pour le Conseil régional des Pays de la Loire. C'est bien ça. Ça déménage, votre livre. Merci. Merci, je ne sais pas. Mais je le dis aux téléspectateurs, vous ne serez pas invité à France Inter, vous ne serez pas invité sur le service public, vous n'irez pas chez Anne-Elisabeth Lemoine, vous n'irez nulle part, puisque ce que vous dites n'est pas dans la ligne de la doxa. C'est bien ça, et en effet, je m'y attends. Ce que dit monsieur est contesté. Voilà. Mais, mais vous contesterez. De toute façon, vous contestez depuis que vous êtes né. Bon, vous êtes un contestateur né. Mais les chiffres ne mentent pas. On écoutera monsieur, après vous ferez votre avis. Non, mais ce que vous dites, qu'on ne l'invitera pas par sectarisme politique. Mais si, je dis qu'on ne l'invitera pas par sectarisme politique au sens large. Voilà, oui, c'est ce que je conteste. Il ne faut pas entendre ce que dit monsieur. C'est toujours pareil. C'est tout. Il ne sera nulle part. D'ailleurs, la première question que je vais poser, vous connaissez Laurent Geoffrin ? Pierre Chaillot est donc avec nous. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Alors c'est intéressant, comme toujours, c'est les marxistes qui disaient ça, de savoir d'où on parle. Bon. Vous êtes statisticien, vous êtes un professionnel, vous êtes directeur de projet Data Intelligence pour le Conseil régional des Pays de la Loire. Vous avez travaillé pour l'INSEE pendant plus de 9 ans, entre septembre 2009 et avril 2019, à Lille puis à Nantes. Donc vous savez de quoi vous parlez, je le précise au départ. Et les grands thèmes du Covid, vous les abordez. Donc on va les aborder avec vous. Première question, y a-t-il eu hécatombe quelque part ? C'est votre premier chapitre. Y a-t-il eu hécatombe ? La réponse est non, il y a eu hécatombe nulle part, surtout pas en France, et absolument nulle part en Europe où j'ai pu télécharger les données de la totalité des pays européens et comparer les données de décès et de population à ce qui s'est passé dans le passé. Je vais donner une statistique simple. L'année 2020 en France, l'année de la grande hécatombe, c'est la 6e année la moins mortelle de toute notre histoire. Voilà. Donc ça pose un peu les choses sur ce qui s'est passé réellement au niveau des décès en France. Et ce que je viens de dire pour la France, c'est le cas dans la totalité des pays européens. Au pire du pire, on a des pays pour lesquels l'année 2020, c'est la 10e année la moins mortelle de toute leur histoire. Et il y a plein de pays pour lesquels l'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Donc il ne s'est pas passé d'hécatombe nulle part où on a des données. Bon. Je peux dire une chose ? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que l'INSEE dit le contraire. Est-ce que l'INSEE dit le contraire ? L'INSEE ne dit pas le contraire du tout. Je pourrais vous citer les phrases. Je vous en prie. Ils disent qu'il y a une surmortalité exceptionnelle et que c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle épidémie de grippe. Ils écrivent noir sur blanc, je viens de le lire. Ce qu'écrit l'INSEE, c'est qu'il y a eu plus de morts en 2020 que pendant l'année 2019. Ils n'ont quand ils disent ça, ils disent 2020 par rapport à 2019 et ils font cette comparaison-là. Et oui, il y a eu plus de morts par rapport à 2019. Cela ne signifie pas que c'est une année d'énorme mortalité si on remonte sur un champ un peu plus loin. Et ce que je remonte, c'est que l'année 2020 est tout aussi mortelle que l'année 2015, par exemple, qui n'était pas ni le Moyen-Âge, ni une année où on a enfermé des gens. Oui, parce qu'il y a eu probablement d'autres maladies qui n'ont pas pu avoir lieu, eu égard les gestes barrières, etc. Ça, c'est votre propos. Il y a une surmortalité due au Covid. Alors, vous écrivez le premier constat. Se trompe, ça c'est possible. Vous écrivez le premier constat à rappeler sur la mortalité qu'il n'y a aucune trace de la moindre hausse avant 65 ans. Quelle que soit la manière de considérer la crise vécue par les Français, 80% de la population n'a pas été concernée par un phénomène suffisamment grave pour laisser la moindre trace dans les statistiques de mortalité. Voilà ce que vous écrivez. Tout à fait. Tout ce qui a été déclenché n'a jamais, de toute façon, on parle de quelque chose où on n'a pas de trace qu'il se soit passé le moindre événement pour les moins de 65 ans d'aucune sorte. Une étude de l'INSEE de mars 2022 qui étudie l'impact sur la mortalité du Covid de mars 2020 à décembre 2020, vous soulignez que la période concernée ne dure pas 12 mois, donc ça n'a pas de sens. Oui, normalement, il faut savoir que la mortalité dans tous les pays, de l'hémisphère nord augmente en hiver. Il y a plus de décès, notamment chez les personnes âgées en hiver. Et donc, absolument jamais, on ne prend des périodes qui sont inférieures à 12 mois, parce que sinon, on apporte un biais qui est énorme, c'est qu'on n'inclut pas les périodes hivernales. Mais alors, sur les plus de 65 ans ? Sur les plus de 65 ans, il y a eu un peu plus de décès en 2020 que pendant l'année 2019, qui, je rappelle, est l'année la moins mortelle de l'histoire. Un peu plus, il faut standardiser. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte
Si on fait en décès brut, on annonce plus 70 000, mais il faut savoir que le nombre de décès en France augmente tous les ans parce que la population vieillit. Et donc, il est normal de battre chaque année le record du nombre de décès, puisque quand 2020 arrive, on crie que c'est le record de décès. Le record précédent, c'est 2019. Le précédent, c'est 2018. Le présent, c'est 2017. Alors, il y a eu plus de morts, donc. Il y a eu plus de morts parce que la population vieillit. C'est le premier point. Oui, mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts. On estime qu'il y a 2 facteurs. Il y a celui que vous indiquez, qui est exact, mais il y a l'autre facteur qui est le Covid. Voilà, ils disent qu'il y a eu surmortalité. L'INSEE n'a pas la moindre donnée à sa disposition pour dire que c'est le Covid. Il n'existe pas au sein de l'Institut de l'INSEE de données sur le Covid. Donc l'INSEE, lorsqu'il ne peut pas écrire qu'il sait que les gens sont morts du Covid puisqu'il ne dispose pas de données. Lorsqu'ils font une étude dans ce sens-là, ils invitent quelqu'un d'autre qui vient du ministère de la Santé, qui complète leur étude, et ce sont à partir des données du ministère de la Santé qui sont contestées dans ce livre. Bon, y a-t-il eu, et c'est le deuxième chapitre, le grand thème, y a-t-il eu saturation hospitalière annoncée ? L'INSEE et l'adresse publient les capacités des établissements de santé. En 20 ans, le nombre de lits d'hôpitaux en hospitalisation complète a diminué de 100 000. Diminué de 100 000, tout à fait, pendant que la population augmentait. Et donc évidemment, chaque année, lorsqu'il arrive des épisodes où il y a des personnes, notamment l'hiver, des personnes âgées qui ont besoin de soins, de plus en plus, chaque année, il y a des problèmes. Il y a des problèmes tous les ans. En 2015, il y avait tellement de problèmes que les personnes âgées mouraient dans les couloirs. Il y a même la ministre Marisol Touraine qui s'est déplacée. Mais là, on a vu quand même, je crois que c'était au-delà de 6 000 lits de réanimation. Lits en réanimation, on ne peut plus prendre des malades. Donc c'est ce qui se passait au moment où le président Macron confine tout le pays. Ce qui s'est passé, il faut rappeler le contexte aussi, c'est que ça fait plusieurs mois, voire années, qu'on a tout un tas d'urgentistes qui sont en grève parce qu'ils disent qu'il manque de moyens en permanence. Oui, là, en ce moment, par exemple, il y a 1000 lits de réanimation en ce moment. Il y a 1000 personnes qui sont en réanimation. C'est 1000 lits ou 1500, ça doit être ça le chiffre. Vous parlez des estampillés Covid ou des totales ? Non, total. Au total. En ce moment, si on fait le... Donc ça veut bien dire que pendant le Covid, il y avait plus de personnes en réanimation et que ça a saturé les services de réanimation. Ça, vous ne le contestez pas ? Je le conteste. Les hôpitaux n'ont pas été saturés et les lits de réanimation n'ont pas été saturés. Mais oui, mais les urgentistes, ils vous entendent, ils disent... je veux dire, moi, je les ai eus sur le plateau. Ils venaient sur ce plateau. Tout à fait. Et ils disaient, ils n'inventaient pas la situation qu'ils décrivaient. Bien sûr, il y a des services de réanimation qui ont été saturés en France sur cette période-là, comme tout le temps, puisque c'est saturé. Il est faux, parce qu'il s'est saturé tout le temps. Et que c'est même comme ça que fonctionne l'hôpital depuis la tarification de l'acte. Il s'agit de saturer l'hôpital en permanence de façon à optimiser les lits. Donc ça, c'est bien le principe. Et donc, pendant cette période-là, il s'est passé quelque chose... d'ailleurs qui a été fondamental sur la politique mise en place, qui était notamment le plan Orsan-Reb. Le plan Orsan-Reb a dit assez tôt, au mois de fin février, début mars, qu'il n'y aurait plus en France, sur les 1500 établissements hospitaliers, que 38 qui seraient considérés comme habilités à recevoir du Covid, et donc à recevoir des personnes malades. Vous avez en France plus de 3,5 millions de personnes qui sont en difficulté respiratoire permanente, donc qui ont des problèmes et qui, quand il y a des difficultés, qui doivent être soignées. Si, dans une période comme ça, vous dites que les problèmes respiratoires qui arrivent sont une maladie et que vous allez concentrer toutes les personnes qui ont des problèmes sur 38 établissements sur 1500, vous avez créé de la saturation, c'est certain. Donc oui, il y a eu de la saturation et des gens qui ont très mal vécu la situation à certains endroits précis, mais c'est faux de dire que c'était partout en France pareil. Vous dites qu'il n'y a pas eu de déferlement de malades. La grande nouveauté de 2020, c'est d'avoir créé et maintenu une psychose à un très haut niveau grâce à une nouvelle arme destinée à faire peur, le test Covid-19. Avec ce test, la maladie mortelle qui sature les hôpitaux rôde partout sans avoir besoin de morts, ni d'hôpitaux saturés, ni même de malades. Tout à fait. C'est la nouveauté qui a été mise en place. C'est la mise en place du test généralisé. Où on a vécu la bonne formule du Dr Knock, à savoir tout bien portant est un malade d'ici qui s'ignore, c'est-à-dire vous placiez Il n'y a pas eu de déferlement de malades ? Non. On le voyait dans l'entreprise. Non, il n'y a pas eu de déferlement de malades. Il suffit de prendre les statistiques du réseau Sentinelle ou des SOS médecins pour se rendre compte des gens qui ont fait appel à eux, et puis ensuite vous prenez les statistiques hospitalières. Il y a eu tout un tas de... Par exemple, quand l'INSEE dit qu'en cas de vague, il y a eu 116 000 morts, ça par exemple, vous pensez que c'est faux, que l'INSEE nous dit des bêtises. En ce moment, par exemple, dans l'entreprise, il n'y a pas un cas de Covid. En ce moment, il n'y en a pas. Alors qu'en 2020, moi, j'étais avec des gens, j'étais cerné de gens qui avaient le Covid. Il n'y a plus de cas de Covid, notamment puisqu'on a arrêté de faire qu'il n'y ait plus de jours de carence lorsqu'on était Covidé. Donc oui, il y avait tout un tas de cas de Covid pendant très longtemps, à partir du moment où c'était gratuit de se faire un test, et qu'en cas de test positif, on avait le droit à une semaine de congé, et 5 jours de carence, et qu'en plus, on n'était plus obligé de faire une dose supplémentaire de vaccin. Donc il y avait tout un tas de candidats qui allaient se faire tester pour des... Vous dites que l'INSEE ne donne pas le chiffre de mort du Covid.
Il y a des services de santé qui ont donné ces chiffres. Ils étaient affolants, ces chiffres. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Mais des centaines de milliers. Il y a une différence entre un mort estampillé d'une maladie et un enregistrement qui est d'ordre bureaucratique. Si jamais vous faites des tests à tout le monde et que vous avez des tests qui sont positifs, même sur des personnes qui n'ont absolument rien, et qu'ensuite ces personnes décèdent, et qu'ensuite vous les comptez Covid, vous avez tout un tas de statistiques qui seront déclarées morts Covid et qui n'ont absolument rien à voir. Ça, c'est vrai qu'on l'a dit, des gens qui étaient en phase terminale, qui seraient morts 15 jours plus tard et qui sont morts. Ça existait. Mais il y a évidemment des gens qui... Alors, combien de gens sont morts, j'ai envie de dire, du Covid, mais pas, avec le Covid, ce qui est une différence. Il y a quand même des gens qui sont morts du Covid. Ce que je montre dans le livre, c'est que nous sommes incapables de le savoir puisque les statistiques proposées estampillées Covid n'ont absolument aucun sens et ne correspondent en aucun cas à une surmortalité, ni en aucun cas à quelque chose qui est clair. Non, l'INSEE... On est sur le site de l'INSEE. Sur le site de l'INSEE, c'est marqué, c'est le titre. C'est le titre de l'article. En gros, en France comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19 mars-début avril. Lié à la Covid-19. Donc nous ne parlons pas de morts qui sont morts du Covid-19, mais liés au contexte de Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a une surmortalité sur la période dont il convient de il y a une surmortalité de personnes âgées qui ne correspond pas à une hécatombe, puisqu'elle c'est juste une surmortalité par rapport à... Il n'y a pas de surmortalité. Il n'y a pas de surmortalité par rapport à 2015, par exemple, et même par rapport à 2012 ou 2013, il y a une sous-mortalité. J'ai lu un article qui dit le contraire. Très bien, mais par rapport aux précédentes années, il y a l'INSEE dit le contraire. Alors vous, en revanche, vous dites qu'il y a des signes d'une mortalité post-vaccinale. Oui. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous sous-entendez que le vaccin, par les chiffres, oui. Bon, donc, en 30 ans de vaccination hors vaccin Covid-19, 11 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient ont été remontés à la pharmacovigilance. En seulement 2 ans, et pour les seuls vaccins Covid-19, 16 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient sont déjà remontés. Mais parce que tout le monde a été plutôt vacciné du Covid-19, alors que les autres vaccins, tout le monde ne se vaccinait pas contre la grippe. Moi, je l'interprète comme ça. Mais la grippe... Il y a tout... Ce qui m'intéresse, moi, dans le vaccin, c'est est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires avec le vaccin Covid-19 qu'avec le vaccin contre la grippe, en pourcentage. Il y a plus d'effets secondaires remontés en pharmacovigilance, puisqu'il y a bien plus... En pourcentage, hein. Mais pas en valeur. Bien sûr. Alors après, il faudra voir... On a facilement aujourd'hui le nombre de vaccins Covid-19 qui ont été distribués, puisqu'il y a tout un tas de statistiques dessus. C'est plus compliqué d'avoir le nombre de vaccins distribués pour la grippe et les autres vaccins. En revanche, on a des choses quand même sur la grippe en France qui sont distribuées et on voit bien, vis-à-vis du nombre de vaccins distribués chaque hiver, et ça fait 30 ans que ça dure, on peut se dire que le nombre de personnes qui ont reçu des vaccins contre la grippe est bien supérieur largement au nombre de vaccins distribués contre la Covid-19. Et de voir qu'il y a beaucoup plus d'effets indésirables remontés, c'est déjà un premier indice. Mais ce n'est pas le seul indice. Moi, ce que j'ai fait, ce que je propose que tout le monde peut vérifier et qui s'intéresse, je précise que tous mes programmes sont en ligne et que tous mes sources sont des sources officielles, c'est que j'ai regardé la surmortalité qu'il y avait chaque semaine dans tous les pays d'Europe et j'ai mis en France le nombre de doses distribuées à chaque fois par tranche d'âge. Et il se trouve qu'au moment où on vaccine les gens pour quasiment tous les pays, quasiment toutes les tranches d'âge, on observe une bosse de mortalité. Donc on a 2 indices. On a une pharmacovigilance qui remonte, qui est beaucoup plus alarmante que les autres vaccins, qui dit attention, on déclare des effets indésirables, des morts, et en plus on observe une bosse... Et pour conclure, parce que tout ça évidemment a un but, c'est pour vous la prise de pouvoir de la finance et du grand capital sur la science et la médecine. Donc effectivement, il y a une thèse complotiste. Mais le complot, parfois, il a existé le complot dans l'histoire. Il y a eu des complots. Mais là, il y a manifestement un but, un objectif. Je vais préciser ce que vous dites. Oui. Je crois que c'est vous qui avez dit on distribue les tests pour faire peur. Vous avez dit ça. J'ai dit que la distribution des tests faisait peur et que derrière, ça permettait de faire des choses. Tout à l'heure, vous avez dit on l'a distribué pour faire peur. Dont je ne crois pas un mot. Le gouvernement ne va pas distribuer des milliards de tests qui lui coûtent une fortune pour faire peur. Mais pour faire peur, pourquoi ? Quel est le but de faire ? Pourquoi le gouvernement a envie de faire peur aux gens alors que l'épidémie ne lui apporte que des ennuis ? Non, le test a été mis en place à une période, et les gens ont été forcés de se tester à une période précise, qui est au moment du pass sanitaire, au moment où le gouvernement a décidé qu'il fallait forcer les gens à se vacciner. C'était bien le but. Les gens qui viennent de vous entendre, plus ou moins distraitement, conclut qu'il y a eu des morts, mais plutôt dû au vaccin qu'à la maladie.
Non. C'est ce que les gens vont retenir. Je vais préciser. Il n'y a pas d'hécatombe en 2021 non plus, puisque je ne vois pas d'hécatombe nulle part à aucun moment. En revanche, il y a des traces statistiques de hausse de mortalité. Par exemple, il y a une trace statistique de hausse de mortalité des personnes âgées en mars 2020. Je détaille beaucoup dans mon livre. Pourquoi d'ailleurs ? Et je ne mets pas en cause uniquement un virus qui se répandrait et qui tuerait des gens. Je parle de la stratégie qui a été mise en place, du fait de ne pas soigner les gens, de les confiner, et des choix qui ont été faits médicamenteux à l'époque, qu'on arrive très bien à relier à cette hausse de mortalité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, quand je parle de 2020 et des vaccins, je vois bien qu'il n'y a pas de hausse de mortalité sur l'année, mais il y a des traces de mortalité. En tout cas, moi, je voulais vous donner la parole. La préface est de Laurent Muccelli, qui est directeur de recherche au CNRS, et la postface est de Laurent Toubiana, qui est épidémiologiste et chercheur à l'INSERM. Et moi, j'ai l'habitude de donner la parole aux uns aux autres, d'apporter la contradiction. C'est vrai qu'en France, comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19 fin mars, début avril, c'est l'INSEE qui a publié ça en France. Lié à la Covid-19. Voilà, lié à la Covid-19, est intervenu la semaine du 30 mars 2020. Entre le 2 mars et le 26 avril, l'excédent de mortalité, toutes causes confondues, par rapport à la moyenne 2016-2019, est un peu supérieur en France à ce qu'il a été en Europe, tout en étant inférieur à ce qu'il était en Espagne, en Italie et en Belgique. L'excédent des décès a touché légèrement plus les hommes que les femmes, et selon une temporalité différente, en France comme en Europe, les personnes âgées de 70 ans ou plus ont été les plus affectées. Nous sommes d'accord, entièrement d'accord avec tout cela. Mais c'est votre thèse, non, parce que... Non, mais d'après les travaux que vous avez faits, est-ce que d'après vous, le confinement se justifiait, le confinement général? C'est ça la question. Et la réponse est non, se justifiait aucunement. Là où il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu plus de... En fait, moi, ce qui me frappe dans tous les pays du monde, c'est que tu fais tous les pays du monde, tu les prends tous, tu vois toutes les politiques qu'ils ont fait et les chiffres sont globalement les mêmes. Il y a 3 États aux États-Unis qui n'ont rien fait, notamment la Floride. On est d'accord, les chiffres sont exactement les mêmes. Et ça montre la folie des hommes de vouloir aller contre ce qu'est la nature. Prenons même la Norvège en Europe. En Norvège, c'est le pays qui n'a absolument rien fait, c'est lui qui a le moins de morts. Donc il faut la Norvège n'a rien fait ? La Norvège n'a absolument rien mis en place pendant toute l'année 2020 et il n'y a aucune hausse de surmortalité. Prenons nos voisins les Allemands, ils ne confinent pas du tout en mars-avril 2020, il ne se passe rien au niveau de la mortalité. Ce sont nos voisins. En Norvège, non mais ça c'est simple à vérifier. Oui, mais de tous les pays scandinaves, c'est la Suède, je crois, où il y a eu le plus de morts et ils n'ont pas confiné. Ils ont donné des règles très strictes et il se trouve qu'il y a un rapport d'enquête parlementaire en Suède qui montre que les personnes âgées ont été abandonnées dans les EHPAD et que la surmortalité qui est due en Suède, c'est de l'abandon des personnes âgées en EHPAD. Écoutez, exactement moi, je viens de lire mais la Norvège a rien fait. Mais pourquoi on ne va pas faire un sujet en Norvège? C'est intéressant. La Norvège n'a rien fait du tout. Pas en 2020. Et il n'y a pas de mortalité, il n'y a pas de surmortalité. Il n'y a absolument aucune mortalité sur Mars. Mais l'Angleterre, par exemple, qui avait tenté de ne rien faire, ils ont été rattrapés par la réalité. Comment vous expliquez ça? Eh bien, ils ont été rattrapés. Ils ont pris des décisions, du coup, sous une certaine pression populaire et médiatique. Et à partir du moment où ils prennent des décisions, il se passe des choses. Il se trouve que l'Angleterre, qui finalement a un problème de décision a aussi des morts dans le même ordre. Bon, écoutez, je voulais vous donner la parole. Je ne pensais pas qu'on ferait toute cette deuxième partie. Il y a une statistique. Oui. Mon ami. Oui, c'est Florian Tardif qui a suivi les questions de Covid pour CNews qui m'a envoyé ça. C'est un graphique de l'INSEE où on voit la courbe de surmortalité. Parce que vous avez commencé par dire que 2020 était l'une des années les moins mortelles de notre histoire. Regardez, je ne sais pas si on le voit, non, on ne le voit pas du tout à l'antenne. C'est pas de la surmortalité, vous pouvez lire le titre s'il vous plaît? Nombre de décès. Nombre de décès. Il ne s'agit pas de surmortalité, mais de nombre de décès. Et comme je l'ai dit, le nombre de décès. Oui, mais la courbe est exponentielle. De la taille de la population et de l'âge des gens. Le nombre de décès va augmenter. Oui, regardez la courbe. L'INED prévoyait déjà en 2030 qu'il y aura 800 000 décès par an. Et prévoyait pour ça pour 2030. C'est exactement. Bon, on voit rien. Donc on voit rien. Bon, écoutez. La courbe monte en flèche. Bien sûr, mais ce sont les personnes âgées. Elle va continuer de monter jusqu'en 2030. Vous avez commencé par qu'il n'y avait pas de surmortalité. Il n'y a pas de mort, il n'y a que des personnes âgées. Écoutez, moi je renvoie à Pierre Chaillot. D'abord, je vous remercie. Vous êtes venu de Nantes spécialement et vous repartez là parce qu'il n'y a pas de grève encore. Vous êtes venu par le chemin de fer. Et je vous remercie beaucoup. Et dans une seconde, on va recevoir... C'est ce que tous les bénéfices sont pour l'association Eau et Mon Cycle que vous avez reçu sur ce plateau. Eh bien, écoutez, c'est parfait.